Impeccable. Quel joli nom, Malone transitionne, hein, c'est vrai, c'est vraiment sympa. Merci Patricia, merci Thomas. Chers voisins, chères voisines, bonjour. Je suis très content de jouer à domicile ce soir devant autant de résistants, hein, parce que franchement, il paraît qu'il y a un virus, on m'a dit, je sais pas, braver le virus, braver la tempête, arriver un lundi soir, être 150 comme ça dans une salle alors que vous bossez ou vous allez à l'école demain, c'est chapeau. Vous pouvez vous applaudir, moi je trouve, franchement. On est en bonne compagnie avec vous et on va passer une bonne soirée avec une super brochette d'invités. Adélaïde Charlier, coordinatrice francophone du mouvement des jeunes pour le climat. Géraldine Remy, l'enseignante devenue licorne. On va savoir ce que c'est qu'une licorne, hein, attention. Et puis Pedro Correa, docteur en sciences appliquées, devenu artiste photographe, devenu conférencier écrivain. Devenu, enfin, je ne sais pas où il va s'arrêter parce que ce garçon change de vie comme ça tous les 5 ans. Donc voilà, c'est bien. Il sort de sa zone de confort, il se met en danger et chaque fois il réussit des choses assez étonnantes. Donc je crois qu'on va passer une belle soirée ensemble. On va commencer par une petite interview de chacun, comme ça, en face-to-face, avec vous évidemment. On aura après un flot de questions communes où chacun répondra. Et puis ce sera à vous de jouer, évidemment. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos invités qui ne diront que ce qu'ils ont sur le cœur, évidemment. On va commencer peut-être par la régionale de l'étape. Qu'est-ce que tu en penses, Adélaïde ? C'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, hop là. Adélaïde, je dis régionale de l'étape parce que tu as grandi à Namur, enfin à Jambes, tu es du coin. Ouais, je suis née à Namur. Oui. Et après, j'ai vécu presque toute ma vie d'abord à La Bruyère, et puis j'ai vécu un peu au Vietnam, et puis je suis revenue et maintenant j'habite à Jambes. Alors, c'est au Vietnam, justement, parce que ton papa était belge du bout du monde. Jean-Christophe, qui est dans la salle, c'est là, au Vietnam, le long du Mékong, je crois, en observant le fleuve, que tu as pris conscience des bouleversements climatiques qui a amené des intempéries, qui ont fait que ce fleuve sortait de son lit. C'est là que ta conscience écologique est née ? Je pense que c'est une des étapes parmi d'autres. C'est-à-dire que d'abord, j'ai une famille qui n'a jamais, en tout cas, nié le changement climatique. D'abord, on en parlait, mais c'était pas plus que ça. Puis ensuite, il y a eu cette période au Vietnam où non seulement le Vietnam, qui est un pays qui est très touché par les conséquences climatiques aujourd'hui, c'est pas une question de demain pour eux. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'aller dans une école, l'école des Nations Unies à Hanoï, où on parlait évidemment d'urgence climatique parce que ça fait partie des 17 objectifs des Nations Unies. Et donc, ça commençait en tout cas à trotter dans la tête. Mais c'était pas le seul déclic. Alors, tu as fait tes humanités, en tout cas ta réto à Herpan, au collège. Ouais, près d'ici. Oui, et à l'époque, tout le monde était très étonné parce que le voyage scolaire qui était en Grèce, toi, tu n'as pas voulu suivre tes camarades en avion. Tu as fait acte de résistance, en tout cas de cohérence par rapport à tes idées. Tu as été en train. Exactement, c'était important pour moi de... Enfin, il faut savoir que ce voyage au collège d'Herpan se fait depuis plus de 50 ans et c'est 150 élèves qui, chaque année, font l'aller-retour Athènes-Bruxelles et donc ça fait 3 avions par année juste pour le collège d'Herpan. Il faut à un moment donné dire en tout cas stop et pour moi, ça n'avait aucun sens de m'inclure dans ces étudiants. Donc j'ai été à l'administration et j'ai dit je ne ferai pas partie de... Enfin, en tout cas, je monte pas dans l'avion. Et la tête de l'administration, quand je disais, personne n'a encore refusé le voyage, mais c'était pas le voyage que je refusais, c'était de prendre l'avion. Du coup, j'aurais dit non, mais je prends le train. Et d'ailleurs, il y a d'autres étudiants qui sont motivés de le faire. Donc, on est parti à 2, parce que malheureusement, l'administration a quand même limité le nombre d'étudiants qui partaient. Mais on est quand même parti à 2 en train, 3 jours à la place de 3 heures. Donc oui, c'est un changement et c'est pas nécessairement... On pourrait croire que enfin voilà, c'était long, c'est sûr, mais par contre, c'est magnifique. On a pu visiter des villes que d'autres n'ont pas pu visiter. C'était vraiment en voyage que l'école, malheureusement, ne proposait pas aux élèves, mais que j'ai eu la chance de faire. Oui, c'était déjà une aventure. Et puis l'éloge de la lenteur aussi, apprivoiser la destination. Et franchement, c'est une belle histoire. En 2018, tu as rejoint Hanouna de Wever dans l'organisation des grèves scolaires pour le climat en Belgique. Tu en as fait combien des marches ? Tu as brossé combien de jeudis de cours ? Quand j'étais en réto, en 2019, j'ai raté 20 jours. Oui.
Et la limitation, enfin, on peut rater seulement 10 jours normalement, sinon on ne reçoit pas notre diplôme. Mais heureusement que notre ministre de l'Enseignement n'a pas compté nos jours de grève, parce que sinon j'aurais pas eu mon diplôme. Mais en tout cas, j'ai raté trop de cours au goût de tous mes professeurs et au goût de toute l'école. Alors, tu t'es offert une année sabbatique avant de rentrer à l'université, là, il y a quelques jours. Tu as fait des choses incroyables. Par exemple, tu as été en Amazonie, mais tu n'as pas fait comme tout le monde. Toi, tu es parti en voilier. Encore une fois, on a eu la chance donc de faire on était invité dans un sommet en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne, une chance incroyable. Et on était aussi invité à aller à la COP25 au Chili. Donc 2 événements très très importants qui se passaient fin 2019. Mais encore une fois, cette question de comment y aller. Soit je commence l'université, puis je fais un aller-retour en avion, et puis je continue. Soit je consacre toute l'année. Mais alors, on trouve en bateau. Et j'ai trouvé un projet incroyable qui s'appelle Sail to the COP. Donc, on a traversé ensemble avec 35 autres jeunes super engagés et motivés comme moi. Et on a fait cette traversée en voilier jusqu'en Amérique du Sud. Durant la traversée, donc premièrement, je n'avais pas compté que j'étais malade en voilier. Ah oui, Du tu as eu coup, le mal de mer. Les premiers jours, c'était très difficile. c'était très, Tu très t'es demandé difficile. ce que tu faisais là, en fait. Ah oui, c'est sûr, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Vraiment, c'est horrible, je vomis, j'ai envie d'arrêter, j'ai jamais été aussi malade. Mais en fait, l'énergie qui se trouvait sur le bateau, c'était incroyable. Tous ces jeunes qui avaient cette envie de changer le monde, c'était plus fort que tout. Personne ne pouvait sortir du bateau. D'ailleurs, il n'y a pas eu seulement mon mal de mer. Ensuite, on a appris que la COP 25 ne se faisait pas au Chili. Et du coup, on était on fait toute la traversée de l'Atlantique pour aller à la COP 25, et pas au Chili. Mais il y avait encore une fois cette énergie de se dire, mais on ne sait pas où ça sera, mais on a envie de faire cette traversée parce qu'elle est plus que symbolique, parce qu'évidemment c'est le symbole, mais en plus de ça, elle est réelle. Et on est en train de construire, donc on était en train de travailler sur un rapport sur le futur des transports en Europe, et on avait envie de continuer. On était devenu une équipe soudée, prête à changer le monde, et on s'est dit, tu sais quoi, on continue. Donc à la moitié de l'Atlantique, enfin au milieu de l'Atlantique, on se dit, on continue vers l'Amérique du Sud. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, après, on n'était pas à Madrid parce que la COP25 s'est fait à Madrid. Mais on a eu la chance quand même de rentrer dans la forêt amazonienne. Le moment probablement le plus incroyable et en même temps difficile de tout le voyage. Et probablement un moment, le moment un peu que je retiendrai toute ma vie. Parce que peut-être pour vous donner juste un exemple, j'ai rencontré une jeune fille de mon âge, on avait 18 ans à ce moment-là, et elle était activiste comme moi. Elle habitait dans un village au bord de la rivière du Xingu, au nord du Brésil. Et elle était activiste, mais elle, pas par choix, parce que souvent en Europe, on a quand même la chance d'être activiste par choix, mais elle était activiste parce que son village était littéralement en train de se faire détruire à cause d'abord du barrage du Belo Monte, qui a été construit à moins de 50 km de son village, donc où l'eau est polluée, il n'y a plus d'eau, ils ne peuvent plus utiliser cette rivière en tant que source, et évidemment pour son peuple, c'était la seule source d'eau, et du coup, la moitié du village a dû se renforcer à l'intérieur de la forêt amazonienne, et l'autre moitié a décidé de dire non. On ne se fait pas imposer par ces Blancs qui nous ramènent leurs industries, on s'oppose à ça, on veut rester ici, et du coup elle est devenue activiste, elle se bat encore aujourd'hui contre ces industries qui veulent s'imposer à la place de leur village, et c'est probablement une histoire parmi des milliers qu'on n'entend pas assez en Europe. Tu es revenu de ce voyage encore plus motivé que jamais. Tu es revenu trilingue, quadrilingue, là, français, anglais forcément, espagnol, et maintenant tu t'es inscrit à l'UNIF, de quel côté? Je me suis inscrite à la VUB en sciences sociales. Donc tu as tous tes cours donc, en néerlandais? Ah non, en anglais en fait. En anglais? En fait, j'ai décidé d'aller à la VUB parce que c'est le seul bachelier qui offre, la seule université qui offre un bachelier tout à fait en anglais. Et j'avais cette envie de travailler en anglais et j'ai plus de facilité en anglais. Donc ça, c'était
mon envie personnelle. Ouais, et puis c'est la langue que tu parles avec Greta Thunberg, enfin, quand vous avez des grandes réunions internationales avec tous les jeunes de ta génération qui s'engagent pour le climat. Alors malgré ton agenda de chef d'État, tu es resté fidèle à ton idéal. Et cet été, moi je t'ai invité à une émission, tu m'as dit, ah non, je suis animatrice sur un camp scout. Tu es revenu du camp mais en train. Donc tu restes malgré tout fidèle Ouais. oui, à ta Ah, garde rapprochée, à tes amis, à tes copains de toujours. C'est très difficile hein, parce que mon engagement me prend énormément de temps. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était ma première semaine à l'université. J'ai déjà raté 2 cours sur 4. J'ai dû tout rattraper ce week-end. Encore aujourd'hui, j'essaie de rattraper les cours. Mais en même temps, euh, mes amitiés, les scouts, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. Et j'ai besoin de garder un petit peu de ça pour pouvoir continuer. Donc, je ne laisse pas tout tomber. Et d'ailleurs, le camp, je fais que le camp. Je ne suis pas là tous les dimanches, mais j'ai un staff incroyable qui accepte que je vienne que au camp. Et pour mes amis, je les vois une fois tous les mois. Et ce n'est pas suffisant pour nous, les jeunes. Mais c'est ce que je peux faire pour garder une certaine énergie et une amitié. Et garder les pieds sur terre. Surtout, et d'ailleurs c'est pour ça que je dis souvent je joue aussi au foot à l'Oyers et j'aime bien quand même retourner là-bas parce que c'est important pour moi de parler avec des jeunes qui sont pas du tout engagés comme moi, qui n'ont pas du tout la même vision du monde et de se dire oui il y a d'autres jeunes qui pensent pas comme moi, qui sont pas comme moi, qui sont en train de partir dans une direction qui est complètement différente et je dois m'assurer de garder ça en tête pour pas partir dans ma propre bulle et de me dire en fait tout va bien parce que tout le monde pense comme moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis tu fais du triathlon, enfin on pourrait parler pendant des heures, hein. C'est une jeune femme étonnante. Adélaïde Charlier. Merci beaucoup Adélaïde. En fait, Géraldine, vous auriez pu l'avoir vous l'auriez comme élève, hein, parce que vous êtes professeur. On va enchaîner avec vous, avec toi. Ok. Alors, professeur de français, Oui. devenue conférencière dans le domaine de la transition écologique, tu es Oui. l'auteur du best-seller Les secrets de la licorne. Et maintenant, quand on tape secrets de la licorne sur Google, c'est plus Tintin qui vient en premier, c'est toi. C'est quand même incroyable ça. Franchement, je ne savais pas. Mais... Ah non, mais j'ai fait l'essai tout à l'heure et donc tu as dépassé Tintin. Alors, tu racontes avec énormément d'humour ta transition écologique parce que Oui. au début du bouquin, tu racontes que tu aimais te prélasser dans des baignoires d'eau chaude avec des bains-douches en plastique. Ouais. Tu restais des heures, tu faisais ça. Et puis maintenant, je ne sais pas si tu es à la douche froide et au savon bio, mais enfin, tu as laissé tomber ça et tu racontes ça avec beaucoup d'humour, de tendresse et tes errements aussi, tes égarements. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter le déclic? Il y en a eu beaucoup. En fait, il y a vraiment eu plusieurs déclics, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner, j'ai vraiment eu envie de transmettre le meilleur et j'ai eu envie de me responsabiliser un maximum. Et au moment où j'ai commencé à enseigner, en fait, c'est aussi le moment où j'ai emménagé pour la première fois avec mon compagnon Dimitri. Dimitri. Ouais. Dim dans le livre, hein, oui. Dim, Dim, ouais. voilà. Et dès le début, on s'est posé voilà, des questions, les questions d'un jeune couple. Tiens, comment on va faire à manger, comment on va cuisiner, est-ce qu'on Ouais. consomme Tu bio? étais plus convaincu que lui, parce que lui, c'était pas du tout le bio, le bobo. Enfin, il était tout à fait à l'inverse de ça. Mais totalement, Je ne sais totalement. pas s'il est dans la salle, mais Non, c'était. il n'est pas dans la salle. Cela dit, il a l'habitude que je le charrie et que je le mette en lumière pour son plus grand malaise. Mais c'est vrai qu'en fait, on avait tout un écosystème, des proches qui n'étaient pas du tout dans l'écologie. Et je dois dire que c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. On avait des amis qui n'étaient pas engagés. On vient tous les deux de familles qui ne nient pas spécialement la réalité climatique, mais c'est comme si elle n'existait pas vraiment ou vraiment en arrière-fond. On ne se sentait pas spécialement concerné. Et puis, il y a eu toute une série de déclics, de lectures, de documentaires, de rencontres. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti que ça m'habitait. Et ça m'habitait peut-être même un peu trop, parce que j'ai fait l'erreur magnifique de vouloir convaincre tout le monde, de vouloir emporter tout mon monde avec moi. Et ça a donné toute une série de scénarios impossibles, de joyeuses disputes. Et puis même dans mon école, j'enseignais dans une école qui n'était
pas spécialement engagée du tout. Et là aussi, en fait, ça m'habitait tellement, j'ai envie de dire que ça me transcendait parce que je parvenais plus à rester dans ma zone de confort. En fait, petit pas par petit pas, j'ai changé et j'ai essayé de semer un maximum de graines. Et puis au bout d'un moment, j'ai complètement basculé. C'est un peu un miracle que je sois toujours avec le même homme. Mais donc voilà, il a fallu discuter beaucoup, beaucoup. On dit toujours, sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est Gandhi qui disait ça. Oui. Et donc toi, avant de changer, de vouloir changer le monde, tu as changé, enfin tu t'es changé, tu as changé ton comportement. Ah oui, vraiment, totalement. Et dans tous les domaines, parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment comme une espèce de pelote de laine. On tire un bout et puis en fait, on se rend compte que tout est imbriqué, quoi. On ne peut pas juste changer son alimentation. Du coup, on doit revoir sa façon de gérer son portefeuille. Et puis, une fois qu'on pense à tout ça, ben, on visite un petit peu le minimalisme. Et puis, en fait, on finit par tout changer. Et il y a vraiment cette richesse et cet inconfort de changer de plus en plus face à un entourage qui n'est pas toujours dans le même délire. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est drôle à raconter et je me demande pourquoi aucun livre ne raconte ça. Quand on lit les livres sur le zéro déchet, sur la transition écologique, sur le minimalisme, il n'y avait personne qui expliquait. En fait, ça a été le bordel, quoi. Un joyeux bordel, mais ça a vraiment été le bordel et j'ai eu envie de raconter ça. Oui, c'est vrai que c'est très très drôle. Et puis tu es devenu très riche de ce dont tu n'as plus besoin, en fait. Oui. Oui. Ah, j'adore cette expression. Ouais, c'est ça. Donc tu es devenu quelque part millionnaire. Voilà. J'ai cru qu'il y avait un malentendu, j'allais dire riche, non, pas Non, du non. tout. Mais oui, riche de ce dont on n'a plus besoin. Oui, vraiment, exactement, ça a été incroyablement libérateur. Il y a peu de temps, j'ai redécouvert un journal que je tenais à l'époque. Et chaque jour, je m'imposais rien du tout. Je choisissais de me débarrasser de quelque chose ou de me lancer dans un changement. Et alors, je notais tout ce qui était polluant ou tout ce qui était toxique pour moi. Et chaque jour, j'essayais de trouver une alternative. Et je trouvais ça vraiment galvanisant de me dire, ça, j'ai plus besoin. Bon, les chewing-gums, moi, j'aime bien. Bon, je vais essayer de m'en passer. Le coca, non, il n'y a pas d'alternative, désolé, non. Bon, je vais essayer de m'en passer. Et petit à petit, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Mes courses, je vais plus acheter que le strict minimum. Et au moment où on est passé au 100% bio et, je sais pas, 90% local, 95% local, et qu'on voyait notre budget alimentaire fondre, moi, j'avais envie de prendre un micro et de hurler, mais c'est possible. Oui, et tu vas à l'encontre des idées toutes faites qui disent manger bio, acheter bio, c'est plus cher. En fait, quand on consomme local, c'est pas vrai. Oui, après, je fais aussi attention avec ce discours parce que malgré tout, j'ai eu le luxe de pouvoir tester, de pouvoir revenir en arrière et puis parfois de pouvoir prendre des produits qui étaient plus chers, mais en me disant ça va tenir plus dans la durée. Ou alors, comme je renonce à tel gadget, du coup, je peux dépenser ça dans le budget alimentaire. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont pas ce luxe-là. Choix, bien sûr. Voilà. Bien évidemment. Qui... C'est bien de le reconnaître, de le dire. Ouais. Alors, tu fais des animations aussi dans les écoles avec Loupiote. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi Loupiote? Alors, Loupiote, c'est une association qui en fait sème des graines dans les écoles sur les enjeux environnementaux, mais elle le fait d'une façon très particulière. Elle le fait à partir du cinéma. Par exemple, on va utiliser un film. Généralement, c'est un film, mais il arrive que ce soit un documentaire. Je vais prendre le film Capitaine Fantastique, par exemple. Et en fait, on montre le film ou des extraits du film. Et ça nous permet, en fait, de partir de l'univers du jeune, donc vraiment les médias, le film, et de toucher au cœur, d'éveiller vraiment l'empathie. C'est un truc, mais comme quoi vraiment la vie est bien faite. J'avais commencé ça dans mes classes. Je leur montrais par exemple des épisodes de Black Mirror et mes jeunes étaient là, oh c'est quoi ce monde? Et je leur disais, mais en fait vous savez, je ne sais pas si vous regardez Black Mirror, mais donc il y a un épisode qui s'appelle Chute libre et ça se passe vraiment dans un monde très, très particulier où chaque être humain est évalué sur 5 étoiles. Donc là, on ne parle même pas d'un restaurant, c'est vraiment chaque être humain, quoi. Et les êtres humains passent toute la journée à voter les uns pour les autres. Voilà. Et c'est un univers très oppressant, en fait, qui est décrit comme très
comment dire, très beau, très lisse, et en fait, on sent le manque de liberté. Et je montrais ça en classe, et puis on avait des débats incroyables sur les réseaux sociaux. Et montrer ces dystopies en classe, ça me permettait vraiment de leur dire, mais vous savez, avec votre téléphone, finalement, tel problème, telle problématique, jusqu'où ça pourrait nous mener? Ah, mais ça existe déjà dans certains pays. Enfin, je ne sais pas si je peux les citer, mais bon, on pourra après, voilà. Et en fait, partir de la fiction pour poser des questions incroyables, pour imaginer, pour anticiper, pour creuser. Ça me faisait vibrer. Et puis, la vie a fait qu'un jour, j'ai donné une conférence liée au secret de la licorne face à mes coordinateurs chez l'Opiote qui m'ont proposé ce travail-là, mais taillé sur mesure. Donc, c'est super. Et tu enseignes encore à côté? Mais du coup, j'ai fait une pause. Oui. Là, j'ai arrêté cette année et mes petits jeunes me manquent, mais en même temps, c'est... Parce que oui, du coup, avec le Covid, malheureusement, je n'ai pas donné autant de conférences que prévu. Mais donc, tu en as profité pour écrire un autre bouquin. Il y a Qui veut la peau de la licorne. Il y a le second. Oui. Ouais, ouais. Alors, il faut quand même que tu nous expliques pourquoi la licorne. Alors, pourquoi la licorne? En fait, il y a plusieurs raisons. Un jour, quand j'étais dans cette transition écologique et que je voulais absolument découvrir comment on pouvait changer complètement de mode de vie sans culpabiliser, sans se moraliser, sans se ruiner et sans devenir invivable, je suis tombée sur un groupe Facebook qui s'appelle toujours Gestion budgétaire, entrée des minimalismes. Et j'ai intégré ce groupe et tous les membres s'appelaient les licornes. Ah, coucou les licornes, aujourd'hui j'ai une question, comment vous faites pour remplacer tel produit chimique? Et moi, j'étais pas du tout dans le délire des licornes. Tu as cru que c'était une secte un peu? Franchement, l'ambiance, coucou les licornes, ça me plaisait pas du tout. Donc, je me suis retirée de ce groupe. Et puis, un jour, je me suis dit, j'ai peut-être été un peu jugeante. Je suis revenue. Et puis là, je me suis totalement épanouie. Donc, j'ai eu envie, en fait, de garder cette symbolique de la licorne parce que c'est important pour moi de garder comme moteur de recherche la joie. La joie, l'imagination, le côté positif. Et si je dis ça, c'est aussi parce que j'ai un côté beaucoup plus sombre. J'ai une tendance à m'auto-torturer et à en faire 10 fois trop et à culpabiliser de n'en faire jamais assez. J'ai vraiment un syndrome de l'imposteur qui est très important et j'ai décidé de lui donner un nom, ce syndrome de l'imposteur. Donc, il s'appelle Regina. Et pourquoi j'ai donné ce nom-là? C'est parce que quand j'étais ado, je regardais le film Mean Girls, et il y avait cette espèce de garce qui s'appelait Regina, et du coup, ben voilà, je trouvais ça drôle de lui donner un nom. Et c'est le sujet de mon deuxième livre, en fait. Comment rester ancré dans un monde qui s'effondre? Comment garder la joie de vivre? Comment rester proche des autres en dépit des différences, en dépit de la colère, en dépit de la frustration? Comment faire pour ne pas juger? S'il faut ne pas juger, en fait, c'est ça que j'ai voulu décrire. Les livres qui seront comme les livres de Pedro en vente à la sortie tout à l'heure. Merci beaucoup. Avec plaisir. On peut applaudir, hein. Géraldine Romy, l'enseignante devenue licorne. Docteur Pedro Correa, Oui. docteur en sciences Oui. appliquées. Appelez-moi docteur surtout. Devenu Ça me fait très artiste, plaisir. photographe, conférencier, écrivain. Il faut que tu nous racontes ton histoire un peu en avant-première parce que ton livre qui va sortir dans 10 jours exactement, hein, je crois que c'est le 14 Ah oui, octobre. un petit peu plus, va raconter ton histoire, hein, c'est une biographie. Alors tu es né à Madrid d'un papa prof de littérature, une maman peintre, tu as 43 ans aujourd'hui, tu as 2 enfants. Et tu es arrivé en Belgique, c'était après une escale en France. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Et ça, c'est les aléas d'avoir un papa qui était prof de langue pour étrangers. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était faire rayonner la culture, ou faire apprendre, enseigner la culture aux autres, à ceux qui ne la connaissaient pas. Donc il est devenu prof de français en Espagne et d'espagnol à l'étranger. Donc je suis né à Madrid, mais je suis vite parti à 3 mois à Avignon. On est resté là 8 ans, puis on est revenu à Madrid 4 ans. Il devait avoir il avait des contrats où on devait partir pour un certain nombre d'années à l'étranger, puis revenir 4 ans et puis repartir. Donc on a fait 8 ans en France, 4 ans à Madrid. Donc mon début d'adolescence, et puis à 14 ans, je suis arrivé à l'école européenne de Bruxelles.
Et là, je suis resté. Donc eux, ils sont restés 9 ans. Ils sont repartis en Espagne. Et moi, 9 ans plus tard, j'en avais 22. J'étais bien là, quoi. J'avais mes copains. Il y en a Tu encore certains ici, donc, dont Thomas, qu'on a entendu. Donc j'ai fait des très bons amis. J'ai pas voulu repartir. t'es dit la Belgique, c'est pas mal, quoi. C'est pas si mal. Ouais, Ouais. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors, tu as fait des études d'ingénieur civil. Tu es devenu docteur en sciences appliquées, diplômé de l'UCL à Louvain, tout en faisant les beaux-arts de Bruxelles. Tu as fait quoi, peinture, tu as fait des cours du soir. Tu avais donc à la fois le côté intello et artiste dès la fin de l'adolescence. Voilà, exactement. Donc, mais ça depuis toujours, en fait. J'ai toujours eu ce C'est la maman, problème. c'est la maman, maman peintre. Voilà, Ouais, ouais. j'avais le côté intuitif, artistique d'un côté, le côté très rationnel, très cartésien de l'autre. Donc j'ai fait une thérapie de 10 ans en psychologie avec une psy et c'est pas une blague, hein, c'est vraiment comme ça, pour ne pas voir ça comme un problème, mais vivre avec ces deux côtés. Euh, mais donc oui, depuis toujours, j'avais ces deux côtés. J'écrivais, je dessinais, je peignais, et puis voilà, j'étais aussi intéressé par les sciences. Mes parents ont plutôt trouvé que c'était bien de me pousser vers ce qui était les sciences. Ils trouvaient ça plus intéressant pour mon avenir. Et voilà, c'est tout ce que j'en parle dans mon livre de tout ça, parce que c'est tout ça amène petit à petit les bribes, les pierres de l'édifice de ce que je suis devenu. Mais du coup, voilà, j'ai suivi leurs conseils, en fait, comme on fait tous, ou la plupart. On suit les conseils des parents, on fait ce qu'il faut faire. On suit leurs rêves, en fait. Et j'ai suivi les cours d'ingénieur et le doctorat que j'ai essayé d'allier à mon rêve d'image. Et donc, j'ai fait un doctorat en traitement d'image. Et donc, la journée, je faisais mon doctorat en traitement d'image, et le soir, je faisais les beaux-arts en peinture. Et c'est là qu'est venue, en fait, mon idée de faire ce projet artistique photographique. Parce que la journée, avec certains ici, on passait la journée à voir combien d'informations est véhiculée dans une image, donc une image médicale, une image satellite. Il y a des très grandes formules et des algorithmes qui vont nous dire, dans cette image, il y a autant d'informations, et il ne faut absolument pas la détruire, cette information, par la compression, par quoi que ce soit, parce que cette information est vitale pour un médecin qui regarde un rayon X, ou pour une cartographie, c'est vital, cette information. Et puis le soir, j'allais aux Beaux-Arts et je voyais ces impressionnistes que j'ai toujours adorés, avec lesquels j'ai grandi avec ma mère dans les musées. Et je voyais bien que l'information pour les impressionnistes, c'était que dalle. Enfin, les impressionnistes, vous regardez, il n'y a quasi aucune information dans ces tableaux. C'est autre chose. Et donc j'ai commencé à me demander, c'est quoi je me suis dit, j'ai eu cette théorie. Moi, je me disais qu'en fait, eux, ils ne voulaient pas véhiculer de l'information, mais de l'émotion. Et qu'au moins, il y a d'informations dans une image, dans un tableau. Au plus, notre cerveau, du coup, il est mis en switch off. Et on doit aller rechercher, on doit dialoguer avec le tableau, avec d'autres choses, avec d'autres éléments qui sont notre intuition, nos mémoires, nos souvenirs, nos émotions. Et donc, voilà, j'ai allié les deux. Et de là est sorti un projet photographique qui est devenu mon métier. J'ai créé un projet, une série d'œuvres qui, depuis 8 ans, est exposée dans 8 galeries, dans 6 pays différents. Et qui fait l'objet d'un très beau livre que vous pourrez voir en sortant. Alors, tu as travaillé pour des PME, une grande multinationale, et puis il y a eu un changement de vie en 2013. Et puis il y a eu ce fameux discours lors de la remise de diplôme l'an dernier à Louvain, un discours qui a été vu 10 millions de fois. C'est impressionnant. Il y a eu une espèce d'envolée comme ça. Cette vidéo est devenue virale alors qu'elle est filmée au smartphone et que ça tremble. Ça a été incroyable. Là, tu as pris vraiment par les tripes le public qui était là, et tu faisais aussi référence au message et à toute l'éducation que tu as reçue de tes parents. Et voilà, tu avais vraiment envie de dire qu'on était maître de son destin finalement, qu'il ne fallait pas trop se laisser embobiner. Tu peux nous résumer peut-être ce discours?
Oui, oui, c'est ça. Donc, l'université m'a rappelé en tant qu'ancien étudiant de leur banc pour donner cette année-là, l'année passée, un discours un peu différent que d'habitude. Donc, c'est quand même eux qui ont eu cette bonne idée, non pas de m'inviter, mais d'avoir un thème qui était différent que d'habitude, d'avoir ce courage-là, en fait, d'avoir le thème de la passion plutôt que de l'excellence, comme moi je l'avais toujours eu en ingénieur. On était, enfin, je l'entendais une fois par trimestre au moins, qu'on était l'élite des études universitaires, qu'on allait avec nos études changer le monde, etc. Et donc, je, je suis arrivé en voyant qui j'étais 10 ans plus tôt. Et en me disant, mais enfin, entre deux, moi j'ai eu la moitié de mes amis qui sont tombés en burn-out et bien au-delà. Il y a une statistique que je disais justement dans ce discours qui a été vérifiée par la suite et qui est que depuis 3-4 ans, on dépense plus de budget national en Belgique en maladies liées à la dépression et au burn-out qu'en chômage. Et donc, je leur disais, en sortant d'ici avec votre diplôme, vous avez plus de probabilité de tomber malade à cause de votre travail que de ne pas trouver de travail. Et donc, je les voyais là en face, en train de me regarder. Moi, j'étais sur un pupitre, il y avait des profs en toge noire devant moi. Et je me disais, mais ces jeunes-là, ils me regardent comme si j'étais un modèle, comme si nous tous, on était un modèle, ces adultes. Alors que ce qu'on a fait, ça n'a rien de modèle. Enfin, dans la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est pas vraiment un modèle du tout à suivre. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de leur transmettre, c'est de ne surtout pas m'écouter, de ne surtout pas me prendre moi, adulte, comme modèle, parce que le modèle, il est à construire, il est en train de se construire maintenant, et il faut le changer. Et voilà, ce discours qui est un peu différent de ce que moi j'avais eu, où on me disait il faut être excellent, il faut être parfait, perfectionniste, il faut... je me suis rendu compte, après j'ai fait des études, j'ai fait du coaching, j'ai été suivi, voilà, j'étais passionné par tout ça. Et je me suis rendu compte, j'ai appris que tous ces termes sont hyper anxiogènes et c'est pas du tout étonnant que la plupart des ingénieurs, après un certain nombre d'années, je dis ingénieur parce que c'était mes connaissances, mais voilà, cette vague de burn-out, elle est partout. Ce perfectionnisme, ce poids de la société, d'être parfait, etc., il est partout dans tous les domaines. C'est pas étonnant qu'on tombe malade, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que cette viralité est partie. Après, j'ai vu des vidéos de chats sur YouTube qui ont beaucoup plus que 10 millions de vues, donc ça m'a calmé. Oui, mais les chats ne font pas de TEDx. Toi, tu as fait un TEDx aussi ici à Namur qui était très suivi. Puis tu as eu la une de la Libre Belgique, d'El País aussi. On dit que nul n'est prophète en son pays. Mais voilà, ton livre d'ailleurs, Matin Clair, va être traduit dans ton pays natal. Oui, donc j'ai eu une bonne nouvelle la semaine passée. Donc il n'est pas encore sorti et il a déjà été racheté pour être traduit en espagnol, oui. C'est pas mal. Ce qui serait bien, moi je suis très frustré parce que on ne voit pas tes photos, mais c'est un bon teasing pour aller acheter le bouquin tout à l'heure. Voilà. Le bouquin Comme moi qui ai dit. Pedro Correa, on peut l'applaudir. L'ingénieur devenu artiste, écrivain et conférencier.